Bonjour et bienvenue dans l'éveil psy. Nous allons voir ensemble cette semaine l'importance des mots, la manière dont dans son couple, entre hommes et femmes, il faut savoir s'entendre, s'écouter et ne pas projeter sa réalité sur celle de l'autre. Alors la première phrase autour duquel j'aimerais que tourne cette vidéo, c'est le fait que souvent si on analyse un peu trop l'autre à partir de qui l'on est soi, eh bien on risque de passer à côté de la réalité de l'autre et de ne pas le comprendre et de ne pas l'analyser. Et peu importe que vous soyez avec votre conjoint depuis des années ou depuis un an ou depuis une vie, les questions de communication et les erreurs de communication viennent souvent finalement pas de ce que vous ne connaissez pas de l'autre, mais de ce que vous ne connaissez pas de vous. Parce que souvent, ce qu'on interprète mal, ce qu'on reçoit mal de l'autre, a à voir avec des traumas qui ont peut-être à voir avec votre histoire à vous, ce dont vous avez manqué, ce que vous cherchez dans votre conjoint. Par exemple, lorsque vous avez l'impression que votre conjoint ne vous écoute jamais ou qu'il n'est pas connecté à vous ou qu'il est sur son portable par exemple et que vous trouvez qu'il n'est pas en train de vous entendre, peut-être que le factuel, c'est qu'il n'est pas tout le temps en train de vous écouter. Mais si vous avez l'impression qu'il vous nie, qu'il n'est pas là pour vous, que vous avez l'impression qu'il ne vous voit pas, toutes ces notions-là et les mots que vous employez pour le décrire ou pour le dire ont à voir avec des problématiques qui vous sont propres. C'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'il ne vous voit pas, c'est que vous avez en amont, vous, une problématique dans le besoin d'être vu. Et une notion importante pour ne pas se sentir mal de ces situations-là, c'est déjà aussi d'avoir en tête, qu'on donne souvent ce qu'on aimerait recevoir de manière tout à fait inconsciente. La personne qui donne beaucoup d'amour, c'est qu'elle est capable de donner beaucoup d'amour et que quelque part, pour elle, c'est la norme. Donc elle donne ce qui est sa norme et elle attend de recevoir cette norme-là. Ou la personne qui sera très protectrice de l'autre, qui fera tout pour l'autre, qui sera très dans le faire et qui aura du mal dans l'être à être connectée à l'autre, et bien finalement, c'est pareil, elle donne ce qu'elle est capable, le faire, s'occuper de la maison ou partager du côté voilà, de tout ce qui est pratique. Parce que peut-être que dans son enfance ou sur son vécu, elle n'a pas été habituée à la communication, elle n'a pas été habituée à la verbalisation de l'amour et du coup, elle donne ce qu'elle a toujours été capable de donner, cette personne, et bien tout ce qui est du côté pratique, tout ce qui est du côté de la protection, et ce qu'elle ne donne pas qui est du côté des mots, ce qu'elle ne donne pas qui est du côté par exemple de la verbalisation de l'amour, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est pas parce qu'il y a une problématique dans l'amour, c'est parce que chez elle, ce n'est pas un besoin, et donc elle n'a pas conscience qu'il faudrait qu'elle le donne. D'ailleurs, peut-être, c'est même pas une notion dans laquelle elle s'est structurée et qui existe pour elle. Donc, dans ce rapide petit exemple d'introduction, on peut voir que parfois on interprète très mal sa conjointe ou son conjoint et qu'on peut parfois passer complètement à côté de sa réalité. Et il y a aussi finalement une forme d'exigence qui parfois est au mauvais endroit. On peut passer beaucoup de temps à toquer à la mauvaise porte, alors que si vous aviez toqué à la porte qui était accessible chez l'homme ou la femme avec qui vous êtes, peut-être que les choses se seraient mieux passées. Si par exemple vous avez constamment l'impression que votre copine, que votre copain, que votre époux ou que votre épouse passe plus de temps avec ses amis, par exemple avec ses potes qu'avec vous, là aussi posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qu'il est en train de vivre avec ses amis, qu'est-ce qu'il vit avec vous? À chaque fois que vous avez l'impression que c'est contre vous, qu'il ne vous aime pas, qu'il ne s'intéresse pas à vous, qu'il n'a pas envie de passer du temps avec vous, vous avez quand même de grandes chances, vous, d'être dans la névrose. Parce que la normalité hors névrose, mais c'est rare pour les êtres humains, ce serait de se dire, tiens, qu'est-ce que lui est en train de vivre? Qu'est-ce qui fait que lui a besoin de ce temps-là avec ses potes? Et en fait, on est souvent beaucoup plus dur ou on fait beaucoup moins attention à celui ou celle dont on est le plus proche, dont on a moins le peur d'être quitté, la personne dont on a moins le peur de la perdre. Et donc il se peut aussi que votre conjoint ou votre conjointe passe plus de temps avec ses proches, amis, amicaux par exemple, parce qu'il a un besoin de monde social, parce que quelque chose qui n'est pas lié à vous lui fait se sentir enfermé par exemple dans ce qui est routine du travail ou routine de la semaine. Et donc si vous prenez les choses contre vous, vous risquez de vous battre au mauvais endroit. Vous risquez de vous battre sur la notion de couple alors que la problématique se situe dans le quotidien. Vous risquez de vous battre pour qu'il change alors qu'il ne peut pas changer sans savoir pourquoi il agit comme ça. Donc il est très important d'essayer dans la communication, dans le couple, de ne pas constamment prendre les choses contre soi et d'élargir le débat.
C'est-à-dire que quand vous commencez à être en colère contre celui ou celle avec qui vous êtes, avant de vous dire où est sa faute à lui, posez-vous la question, où est ma mauvaise projection à moi? Posez-vous la question, est-ce que vous pourriez vivre la situation autrement? Est-ce que vous pourriez analyser les choses autrement? Est-ce qu'il y a une autre hypothèse que le fait que l'autre ne vous donne pas ce que vous voulez, que l'autre n'est pas là pour vous, que l'autre ne vous aime pas assez, que l'autre ne vous voit pas? Et souvent, il y a 1 milliard d'autres hypothèses que l'être humain ne cherche pas, parce qu'en fait, il reste encore et toujours dans le chemin de la douleur. Et on en revient éternellement aux problématiques de l'enfance, à l'archétype de l'enfance qu'on projette indéfiniment sur nos mondes d'adultes jusqu'à ce que ce soit réglé. Si par exemple dans votre enfance vous avez eu, je sais pas, par exemple le divorce de vos parents, votre père est parti avec une autre femme, et même si après la situation s'est assainie, que vous vous entendez très bien avec votre père et votre mère, vous aviez peut-être vécu une situation où votre mère s'est sentie abandonnée et où vous êtes peut-être senti abandonné. Et donc dans votre vie d'adulte, à chaque fois que votre époux, par exemple, part ou ne vous répond pas ou semble plus centré sur son travail, la norme aurait été que vous soyez tranquille avec ça, que vous ayez peut-être des demandes, mais pas que vous soyez angoissé. Et vous vous sentez angoissé. Vous avez peut-être une névrose d'abandon. Cette névrose d'abandon, elle n'est pas liée à votre époux, elle est liée à votre enfance et vous projetez quelque chose de pas réglé dans votre enfance sur votre époux. On est souvent en train de projeter sur celle qu'on aime ou sur celui qu'on aime des choses qu'on n'a pas réglées et qui n'ont rien à voir avec la vie d'adulte à proprement parler ou avec la relation amoureuse. Parce qu'en réalité, la plupart des couples qui se divisent, c'est une question de névrose. C'est pas une question d'amour, c'est une question de névrose. Alors bien sûr, il y a des personnes qui très simplement arrivent à se quitter, qui très simplement arrivent à vivre une existence où à un moment donné ils ne se sentent plus amoureux et puis prennent un autre chemin. Mais il y a aussi des personnes qui se quittent trop tôt, où il y a des personnes qui ne se rencontrent jamais alors qu'elles auraient pu être très connectées, parce qu'elles ne passent pas l'étape de la névrose qui divise. Quand vous rencontrez une femme, quand vous rencontrez un homme, en premier lieu, vous avez accès à elle, mais vous avez aussi accès à ce qu'elle veut vous montrer ou ce qu'il veut vous montrer, et aussi donc à ce lot de névrose. Et je pense qu'il faut chercher le plus possible à se connecter d'âme à âme. Vous aurez plus de réponses en vous connectant d'âme à âme qu'en restant dans la superficie d'un langage et de paroles qui finalement connectent vos deux névroses et peuvent parfois vous opposer, alors que vous auriez un tout petit peu plus lutté, vous auriez pu construire ensemble ou continuer ensemble. Donc je vous parle beaucoup des mots et cette vidéo tourne aussi autour de la communication parce que les mots que vous employez disent énormément de vous et les mots que votre conjoint ou que votre conjointe emploie disent énormément d'elle ou de lui. Donc il est très important que vous arriviez à l'écouter. Et quand vous l'écoutez, vous n'êtes pas en train de vous dire qu'est-ce qu'elle me reproche, que vous vous disiez qu'est-ce que son reproche dit de son vécu, dit d'elle, qu'est-ce qui se passe pour elle. Et ainsi, vous pourrez beaucoup plus l'apaiser. Par exemple, je reprends la névrose de l'abandon. Si votre conjointe a constamment l'impression qu'elle est abandonnée et qu'elle vous dit tu m'abandonnes, tu ne m'aimes pas, et que vous lui répondez sans cesse je t'aime, je ne t'abandonne pas, bon déjà c'est bien, vous sécurisez l'espace, c'est une première étape, mais je pense qu'il faut aller un peu plus en profondeur. Il faut pousser votre femme à sentir, ou votre mari d'ailleurs, à sentir qu'il n'est pas abandonnable. Il faut le pousser à sortir de cette névrose, ou cette impression qu'il pourrait ne plus être aimé. Ces archétypes que nous projetons sur le conjoint, la conjointe avec qui nous faisons notre vie, elles ont à voir avec un amour dysfonctionnel qu'on a pu recevoir durant l'enfance. Quand nous disons dysfonctionnel, ça n'a pas à voir avec un parent qui n'aurait pas aimé son enfant. Ça a à voir avec une manière d'aimer où il y a pu avoir des nœuds, où il y a pu avoir des problématiques, comme ça arrive très souvent. Il y a pu avoir justement un divorce, un décès, des problématiques non réglées chez la maman, chez le papa, beaucoup d'éléments finalement qui font que l'amour que vous avez reçu était peut-être très lumineux, mais il y a pu avoir du dysfonctionnel et donc souvent, quand on n'a pas encore travaillé son histoire, on répète, on est femme comme on a vu sa mère être femme, ou parfois on est femme comme on n'a pas vu sa mère être femme parce qu'on a cherché l'opposé, mais c'est toujours avec ou contre un modèle. Et l'âge adulte, et l'âge de l'éveil adulte, c'est aussi de pouvoir choisir, de pouvoir décider. Et pour ça, vous avez besoin de prendre conscience de ce qui vous habite quand vous regardez l'autre, quand vous jugez l'autre, ou quand vous avez l'impression que votre conjoint ou que votre conjointe, par exemple, ne vous donne pas ce que vous aimeriez recevoir. Donc il est très important dans la relation amoureuse
que vous ne passiez pas à côté de la réalité de l'autre et que vous preniez le temps de vraiment entendre l'autre et vous entendre vous. Et donc essayer d'avoir une communication un peu plus positive. La communication positive, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo, c'est déjà de ne pas tout le temps lui dire tu es, tu fais, tu n'as pas bien fait. Si vous êtes constamment en train de l'accuser, déjà vous l'enfermez dans une imagerie négative, il aura du mal à sortir de là. Et puis ensuite, c'est comme si vous l'autorisiez finalement à être cette personne. Si vous lui dites tu as regardé des femmes, par exemple, prenons cet exemple, qui peut être assez courant, eh bien quelque part c'est comme si pour vous, ça pourrait exister que votre mari, ou que votre femme d'ailleurs, regarde une ou un autre. Alors même si c'est le cas, bon, là aussi on pourra en discuter en long en large, il se peut que ce soit sa névrose, et là aussi il faut quelque part comprendre la source, tout est une question d'intention, mais tout est aussi une question de source, la source n'est pas la même selon qui l'on est et pourquoi on fait les choses. Mais cela dit, si ce que vous formulez, vous le faites exister. Quand vous formulez que vous êtes jalouse d'une autre femme ou d'un autre homme, vous faites trop exister l'autre homme ou l'autre femme. Quand vous formulez tu es comme si tu es comme ça, vous n'êtes pas en train de lui dire change, voilà comment tu pourrais être, voilà comment tu pourrais faire. Vous êtes en train de lui dire tu es comme ça, je te vois comme ça et je t'y enferme. Ça ne fait pas évoluer ce genre de dialogue. D'ailleurs, même à vous, si on vous disait constamment, je sais pas, tu arrêtes pas de crier, tu arrêtes pas de crier, je pense que vous auriez du mal à sortir de là. Vous les verriez comme une étiquette qu'on vous colle, et souvent, quand on colle une étiquette, et bien finalement on finit par se dire que c'est son chemin et on l'accepte. Donc il vaut mieux que vous arriviez à dire un nous commun. Faites un nous commun, bâtissez votre histoire et votre couple et votre communication de couple sur un nous commun. Voilà comment nous pourrions faire, voilà comment nous pourrions avancer. Et puis il y a aussi le fait, au lieu de lui dire tu es comme ceci, de parler de soi. Je ressens que tu m'abandonnes quand tu fais ça, ou je ressens que j'existe moins quand tu es avec telle ou telle personne, ou je sais que c'est peut-être faux, et ma névrose ou mon vécu me fait sentir la situation douloureuse quand tu parles de telle ou telle manière, ou quand tu ne me réponds pas, ou quand tu ne m'écoutes pas. Donc en fait, il faut apprendre à parler de soi dans la communication positive, dans le cadre d'un couple et quand il y a des disputes. Commencer par parler de son ressenti, ne pas accuser l'autre, ne pas enfermer l'autre dans une imagerie négative, puis vraiment essayer de bâtir son histoire d'amour sur un nous commun. Enfin, je pense que le doute engendrera toujours le doute. Si vous doutez trop et que vous exprimez constamment votre doute et que vous renvoyez à l'autre que vous doutez de cet espace, même si vous l'aimez plus que tout, mais que vous avez l'impression que l'autre pourrait vous laisser, c'est pas que vous allez pousser l'autre à vous laisser, pas du tout. Par contre, vous pourriez renvoyer à l'autre que le sol n'est pas stable. Vous pourriez renvoyer à l'autre, celui ou celle que vous aimez, que si vous êtes capable de douter de lui ou d'elle, c'est quand vous aussi pourrez demeurer du doute. Vous rendez la porte possible, la porte grande ouverte au fait de pouvoir ne pas être fait l'un pour l'autre, de pouvoir ne pas avancer ensemble. Là aussi, c'est pas efficient dans une communication positive de couple de constamment être dans le doute et aussi de constamment attendre que l'autre vous rassure. Si vous avez un conjoint ou une conjointe qui y arrive, c'est très bien. Mais parfois, vous pourriez avoir une conjointe ou une conjointe que ça déstabilise, qui n'a pas travaillé sur soi, qui n'a pas fait de psychothérapie, donc tout simplement qui est angoissé du fait que vous soyez constamment dans la dépendance et le besoin d'être rassuré. Si vous êtes dans ce cas de figure, ça peut être une chance parce que ça vous oblige à compter sur vous. Et compter sur vous, c'est trouver vos propres clés. Que vous ayez envie qu'il y ait plus de communication dans votre couple, c'est factuel et c'est bien. Que vous ayez l'impression que l'autre est constamment en train de vous abandonner, c'est névrotique et vous vous enfermez et vous enfermez l'autre. Qu'il faut que vous passiez du temps à défaire les nœuds de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous pour pouvoir mieux comprendre finalement si dans certaines situations vous n'êtes pas vous en train de projeter des vieux démons sur votre relation amoureuse. Et plus on s'éveille, plus on monte sur le haut de la montagne, plus justement on peut défaire les nœuds de l'histoire de chacun d'entre nous et arriver à être connecté d'âme à âme avec l'autre et à vraiment le voir. Il n'y a pas plus grande histoire d'amour que quand vous arrivez vraiment à voir qui est l'autre. Et plus vous arrivez à voir qui est l'autre, mieux vous arrivez à voir qui vous êtes. C'est comme ça aussi qu'on peut construire des relations très fusionnelles, très complémentaires, sans jamais déborder sur l'identité de l'autre. Alors c'est une vaste question que ces communications positives au sein du couple. Je vous propose de m'envoyer vos questions et puis j'essaierai de vous répondre sous forme d'articles ou dans des petites vidéos sur Insta et sur Facebook. À très bientôt et d'ici là que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins.